un webinaire qui est créé en partenariat avec les deux fédérations, donc Fédération des acteurs de la solidarité et Fédération Addiction. Avant de vous présenter ces deux fédérations, je vais vous présenter un peu le programme du webinaire. Donc, on va passer 2 heures ensemble. Et la première intervention, ça va être sur l'accompagnement des usagers et la se fera par Véronique Garguil, qui est psychologue du centre hospitalier Charles Perrins. Puis ensuite, on aura l'intervention de Gilles Rosipal sur la réduction des risques, qui est directeur à la Ferme Merlet. Ensuite, nous aurons l'intervention de la méthode AICA par le CHRS Le Lien. Et ensuite, nous aurons 2 retours d'expérience de Sylvie et Jacqueline qui sont dans la salle avec nous. Et ensuite, on prendra toutes vos questions. Si vous avez des questions, vous les écrivez sur le chat. Sinon, on les prendra à la fin. On aura une demi-heure environ de questions. Et on aura la clôture par Erwan Hôtesse de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc maintenant, je vais laisser... Juste Maëlle, je complète juste pour poser vos questions. Vous pouvez aussi lever la main en fait, dans l'onglet réaction. Vous avez levé la main en plus du chat si vous souhaitez prendre la parole à l'oral. Merci. Ouais, je pensais quand je passe, on prendra donc les questions au fur et à mesure, c'est ça? Et donc maintenant, je vais passer la parole à Guillaume. Guillaume, si tu nous entends, pour un peu présenter, on va présenter les deux fédérations. Et donc, je te laisse la parole, Guillaume. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Alors, du coup, oui, je suis Guillaume Del Sordo, je suis directeur du XAPA, la communauté thérapeutique de l'association Aurora Brantôme. Et du coup, là, en tant qu'administrateur de la phase, au nom de son président, Michel Belair, et puis de toutes les associations qu'on fédère, voilà, j'ai la tâche, je vais essayer d'être assez bref, mais en tout cas de vous présenter rapidement la fédération. Alors, en quelques mots, la fédération, c'est un réseau généraliste de lutte contre les exclusions. Elle est composée d'une tête de réseau au niveau national, présidée par Pascal Brice, là, depuis septembre 2020, et de 13 fédérations régionales qui sont indépendantes et qui ont charge d'animer le réseau d'adhérents et de les représenter au niveau territorial. Voilà un petit peu pour l'ossature au niveau de l'organisation sur le territoire. Et particulièrement la fédération en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui à peu près 60 associations adhérentes qui partagent, qui innovent autour des questions de santé, d'addiction, voilà, qui nous réunit aujourd'hui, d'hébergement, de l'asile, de l'insertion par l'activité économique, toujours en faveur des personnes en situation de précarité. Les missions globales que la fédération porte, c'est d'abord d'interpeller tous les acteurs de la société pour construire des politiques publiques, toujours avec une ambition de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. En gros, avec l'idée de faire remonter les problématiques, faire remonter les problématiques rencontrées sur le terrain et de construire des plaidoyers. C'est aussi de représenter ses adhérents au sein de nombreuses instances régionales et départementales, et dans tous les secteurs d'activité que je décrivais juste avant. D'analyser et évaluer les actions, les dispositifs mis en place. C'est vraiment ça se veut vraiment un véritable observatoire dynamique de l'exclusion, de l'insertion, de donner des éléments, de savoir où on en est sur ces questions-là. Il y a une mission de former et conseiller, effectivement, ceux qui auront l'idée d'aller parcourir un petit peu le site ou qui connaissent un petit peu le réseau, c'est que la Fédé propose de nombreuses formations destinées aux salariés, aux bénévoles, et puis aussi est là pour conseiller une fonction de conseil auprès de ses adhérents. Et puis aussi une mission d'informer au niveau de l'actualité nationale et régionale sur les questions du secteur de l'action sociale. Sur le terrain, il y a une équipe aujourd'hui de 7 professionnels qui, j'ai envie de dire, plutôt chacun a sa spécificité par rapport au secteur d'activité, que ce soit sur l'hébergement, l'asile, la santé. Et aujourd'hui, Marie et Maëlle représentent plutôt les questions de santé. Et ces équipes sont là pour aussi nous accompagner. Elles constituent un appui pour le réseau en matière d'analyse, de soutien, d'outils, de formation innovants. Et ainsi, ça participe à la création de partenariats nouveaux. Et peut-être qu'effectivement, à travers cette visio d'aujourd'hui, des liens vont se tisser. Pour avancer, et puis pour essayer
faire la transition avec la question de la FED-addiction. Aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, voilà, accompagner des personnes souffrant d'addiction. Vous n'allez pas me contredire quand je vous dis que c'est une problématique qui est transversale et que ça appelle un développement d'un indispensable partenariat entre les professionnels, en tout cas des secteurs de la précarité et de l'addiction, et que du coup, ça requiert une collaboration étroite de nos services. Et d'ailleurs, c'était aussi dans cet enjeu que la formation addiction-précarité, pour replacer, enfin, en tout cas, ce qui nous a réunis, et Marie certainement en dira un petit peu plus par la suite, aujourd'hui. Alors, évidemment, sur le papier, ça paraît comme une évidence, mais on est tous d'accord que c'est compliqué. On le sait encore, que tisser des liens, construire du partenariat face à nos réalités, à nos difficultés, il y a encore des freins qu'il nous faut soulever. Mais voilà, à chaque fois que j'ai l'occasion d'évoquer cette question de la relation addiction-précarité, j'aime à rappeler aussi un peu l'histoire de ce qui nous réunit. Et dès 2013, aux Journées nationales de la Fédération, nos fédés animaient un atelier qui s'intitulait « Public commun, enjeux communs, réflexion commune ». Et c'est à partir aussi de ce partenariat et de cette animation commune, en tout cas de cet atelier, qui est né aussi en 2015, et je pense qu'il est encore d'actualité, évidemment, le guide Addiction et lutte contre les exclusions, Travailler ensemble. Alors, ce guide, il trouve son origine dans le souhait de partager par les deux fédés, de capitaliser les pratiques professionnelles, et de s'y situer au plus proche du terrain. Donc, c'est dans ce guide qu'on retrouve aussi un recueil de pratiques, de bonnes pratiques, de rappels de réglementation, de pistes de recommandations communes pour favoriser le travail ensemble. Et je crois aujourd'hui, ce webinaire qui nous réunit s'inscrit dans cette continuité, puisque l'idée, c'est d'échanger, faire émerger, puis reconnaître de nouvelles pratiques à travers aussi les témoignages et puis les interventions qui vont avoir lieu. En tout cas, moi, ça fait déjà, c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, juste pour dire que ça fait déjà la 5e année que la Fédé, la phase et la fédération sont engagées dans ce partenariat commun, et depuis, de belles rencontres se sont réalisées, et du coup, avec toujours la nécessité de faire émerger des choses nouvelles, et de toujours apporter en tout cas des éléments nouveaux, de construire des partenariats, et puis de former, conseiller, de représenter, de s'interpeller, avec l'espoir aussi que du coup, et ça nous appartient à travailleurs sociaux, que ça puisse aboutir à des rencontres et puis à l'envie encore plus de partager et de le réaliser sur le terrain. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade pour moi. Du coup, effectivement, pardon Marie, je reprends en même temps le diapo parce que j'étais branché aussi sur mes petites notes que j'avais prises sur l'ordi. C'est toujours pratique quand on est en visio parce que tout le monde ne voit pas comment on gère. On voulait aussi, pour illustrer un petit peu mes propos, vous donner l'exemple d'un projet qui est actuellement porté par la phase, le projet Rouage. Voilà, projet Rouage, c'est un dispositif financé par l'ARS qui est consacré à l'accès aux soins du public précaire. L'idée de ce projet, c'est de faciliter les relations entre le secteur de la précarité et donc celui de la santé, ce qui est bien un petit peu l'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui, et de faire émerger des solutions adaptées au territoire, aux acteurs, et de les accompagner. Donc, c'est quelque chose qui est en cours, on travaille actuellement avec l'ensemble des acteurs de la santé, du social, du médico-social. Voilà, l'idée, c'est quand même de croiser tous les champs, puisqu'on est tous, en tout cas, concernés comme je disais, par des problématiques transversales. Et aujourd'hui, effectivement, ce projet est porté par Virginie, que vous pouvez en tout cas contacter. Vous avez ses coordonnées. Voilà, Marie. Merci Guillaume. Donc je vais prendre la main moi pour vous présenter le côté Fédération Addiction. Donc je suis Juliette Dupuis, je suis chargée de projet donc à la Fédération Addiction, et j'ai été donc associée à ce webinaire en tant que copilote du projet du programme de formation
précarité addiction. Donc, pour faire assez synthétique, donc la fédération addiction, c'est une fédération donc, de professionnels du champ de l'addictologie et donc elle représente ses adhérents du secteur. Donc, c'est bien une fédération, donc on ne gère pas des établissements, mais il y a bien des adhérents à la fédération addiction et les adhérents se situent dans le secteur médico-social, hospitalier et aussi de la ville. Notamment dans le domaine du soin, de l'éducation, de la prévention, de l'accompagnement et de la réduction des risques. Donc, notre fédération, elle est organisée autour d'une équipe salariée et des unions régionales. Ces unions régionales, en fait, elles sont animées et représentées par des délégués régionaux qui sont bénévoles et élus par les adhérents de la région. Donc, j'ai vu que Brigitte Rayet nous avait rejoint en tant que déléguée générale et je crois qu'André Nguyen est aussi présent en tant que délégué régional adjoint. Donc, merci à vous d'être là. Donc, pour faire un petit topo, donc, par rapport à nos adhérents, donc, c'est aussi 200 personnes morales qui représentent à peu près 850 établissements et services et 500 adhérents, personnes physiques. Donc, voilà, et le but, c'est de bâtir ensemble en fait, une expertise dans le domaine des addictions et d'accompagner et améliorer donc, les pratiques professionnelles. Je veux bien que tu passes la slide suivante, Maëlle. Merci beaucoup. Donc, on a 2 grands axes politiques. Donc, c'est intégrer et reconnaître donc, les conduites addictives qui font partie de la vie, les prendre en compte et aussi de pouvoir élaborer des réponses adaptées. Et donc, pour cela, on a plusieurs méthodes de travail pour suivre ces grands axes politiques. Donc, décloisonner les approches, les pratiques et les structures pour travailler ensemble. Prendre en compte aussi l'environnement global de ces consommations et ne pas être dans une répression et dans la lutte contre les produits. Et aussi privilégier donc, la promotion de l'usager, le pouvoir d'agir et la représentation des usagers en tant que citoyens en pouvant aussi leur proposer une offre globale et de soins et d'accompagnement. Donc pour ça, on a 4 missions principales, donc regrouper les acteurs de l'addictologie et partager ensemble les pratiques professionnelles, réfléchir aux évolutions et au sens de l'action, soutenir donc le réseau dans son organisation et donc avoir un rôle aussi de représentation. Ah, il y a le micro qui est ouvert pour la maison relais. Ouais. Et donc voilà, avoir un rôle de représentant aussi des adhérents auprès des décideurs et institutionnels. Donc comme le rappelait Guillaume aussi, donc on travaille donc conjointement avec la FAS sur cette thématique précarité et addiction depuis un certain nombre d'années. Donc il y a un partenariat fort qui s'est créé tant au niveau national qu'avec les FAS régions et qui a abouti à notamment donc la réalisation de ce guide dont parlait Guillaume. Donc voilà un peu pour les principales missions et la présentation de la Fédération Addiction. Et donc là, je vais passer la main à ma collègue Marie qui va aussi vous présenter le cadre dans lequel ce webinaire s'inscrit. Merci Juliette. Moi, je suis aussi chargée de projet Addiction Précarité à la Fédération Addiction. Et du coup, ce webinaire-là, donc, on l'organise dans le cadre de deux dynamiques, donc une qui est plus régionale et une qui est un projet qu'on a mené pendant toute cette année au niveau national, projet qu'on a fait du coup dans la continuité de ce qu'on travaille en commun, comme pouvait en parler Guillaume, avec ce guide Travailler ensemble qu'on a édité depuis quelques années et qui traduit tout ce qu'on essaye de travailler en termes de partenariat depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on a continué de voir comment est-ce qu'on pouvait accompagner ces dynamiques-là, et notamment pendant la crise sanitaire où il y a eu beaucoup de questionnements qui ont émergé
du fait du confinement des publics qui sous-entendait aussi du coup de prendre en compte des consommations à l'intérieur des structures. Et donc, on a eu l'opportunité avec le soutien de la Fondation de France de faire un projet pendant 1 an. Donc, on est en train de finaliser là en ce moment. Et ce projet-là avait un double objectif. C'était à la fois de continuer à soutenir les dynamiques de travail ensemble, d'échanges de pratiques qui pouvaient déjà exister, qu'on cherche à renforcer. Et l'idée, c'était aussi de faire un peu un point d'étape, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font de part et d'autre dans les établissements, mais c'est parfois difficile déjà entre professionnels de savoir ce que font les uns et les autres. Et même nous, en tant que fédération, ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident à appréhender. Et donc, l'idée, c'était aussi de faire un point sur les besoins, les pratiques, les problématiques rencontrées pour qu'après, on puisse continuer de travailler et de proposer des projets qui soient le plus en cohérence possible avec ce que les professionnels et les personnes qui sont accompagnés peuvent rencontrer. Donc, pour ça, on a fait déjà un petit état des lieux de l'existant, nous, avec ce qu'on pouvait avoir de notre côté, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en termes d'outils, d'actions, déjà savoir un peu qu'est-ce que la réduction des risques en hébergement, qu'est-ce que c'est, en quoi ça pourrait consister en termes d'action, etc. Et après ça, on a lancé un état des lieux avec un questionnaire qui est toujours ouvert, parce que je crois que vous l'aviez d'ailleurs sans doute reçu dans le mail d'invitation au webinaire. L'idée étant de faire justement ce point d'étape sur les pratiques, les besoins qui sont rencontrés. Et il servait aussi à alimenter une cartographie de la réduction des risques en hébergement, avec du coup, en réponse à cet objectif de mettre en lien le plus possible les établissements. Donc la cartographie, on vous la renverra à l'issue du webinaire par mail. Mais l'idée, c'est de pouvoir identifier à la fois les établissements qui aimeraient mettre en place des actions de réduction des risques en hébergement, ou justement de dire moi j'aimerais bien mettre en place ce genre d'action dans mon établissement pour que ce soit plus facile de se repérer entre professionnels. Et ça peut aussi permettre d'identifier des établissements qui ont des actions variées, sachant que l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y ait déjà des professionnels qui puissent venir vous présenter concrètement ce qu'ils font, parce que c'est toujours plus facile d'arriver à appréhender la réduction des risques en hébergement quand on a des exemples concrets. Mais c'est aussi l'idée de cette cartographie, de pouvoir vous mettre à disposition des exemples, et que s'ils ne sont pas trop loin d'aller faire une visite sur le terrain, ou du moins prendre le téléphone pour poser 2-3 questions, savoir comment est-ce qu'ils ont mis en place les actions de leur côté, pouvoir éventuellement s'en inspirer. Voilà. Donc ça, c'était la première étape, mais qui est du coup toujours en cours. Enfin, il y a toujours possibilité pour l'instant de répondre à ce questionnaire-là. Et après, ce qu'on avait fait, du coup, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Du coup, c'est une phase de webinaire par région. Toujours dans l'idée de favoriser au maximum l'échange de pratiques, le fait de pouvoir poser ces questions, d'obtenir déjà des premiers éléments de réponse. Nous, ça nous permet aussi de voir quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, quelles sont les problématiques qui sont soulevées, sur lesquelles on pourra peut-être plus travailler par la suite. Donc, on a fait, vous êtes notre 14e webinaire, je crois. Donc, on arrive à peu près à couvrir la France au fur et à mesure. Et donc, la dernière étape de ce projet-là, ce sera du coup de capitaliser, comme on dit dans notre jargon, sur tout ce qu'on aura pu répertorier pendant ce projet, pour que ça puisse alimenter à la fois une première vague d'outils, mais surtout aussi des perspectives pour la suite, pour qu'on puisse, parce qu'en plus, il y a quand même de nouveaux chantiers qui s'ouvrent en région, au niveau national, sur cette thématique de l'addiction et précarité. Donc, toujours dans une perspective un peu de continuer de travailler ensemble. Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marie Poussier, chargée de mission santé à la Fédération des acteurs de la solidarité Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais vous présenter la formation précarité et addiction qui a été évoquée par Guillaume au début du webinaire.
Donc, cette formation Action, Précarité et Addiction, co-construire des parcours sans rupture, elle s'adresse aux acteurs de l'accueil, de l'hébergement, de l'insertion et de la dictologie, mais aussi aux personnes accueillies, accompagnées ou l'ayant été. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 15 places qui sont réservées à tout type de professionnels des champs qu'on vient de lister là, ainsi qu'à 5 personnes accueillies, accompagnées. Les objectifs de cette formation, c'est de faire se rencontrer les acteurs de l'insertion, de la précarité et de la dictologie d'un même territoire pour partager des connaissances et des pratiques d'intervention et co-construire ensemble des outils communs. La finalité étant évidemment de mieux accompagner les personnes en situation de précarité et ou d'addiction. En termes de temporalité, c'est une formation qui est proposée sur une durée de 6 mois à peu près, dans laquelle on vous propose 6 journées de formation croisée qui sont animées par des intervenants extérieurs, comme des médecins, des consultants, des comédiens, psychologues, chefs de service, compteurs, etc. Alors ça consiste en la première phase, c'est-à-dire que du coup, l'objectif, c'est de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble, pour améliorer ensuite ses pratiques et pour arriver au partage d'outils. Et en parallèle de ces journées de formation croisée, on propose 4 demi-journées d'accompagnement dans lesquelles on vous propose de créer des projets interstructures dont l'objectif est évidemment de favoriser le partenariat et de décloisonner aussi les secteurs. Et donc, toutes ces journées, ah oui, ça vous permet aussi, je ne l'ai pas dit, mais de mettre en application tout ce que les participants ont acquis tout au long de la formation. Et donc, cette formation, elle se solde par une journée de restitution qui permet de faire de la visibilité sur tous les outils qui ont été soit créés tout au long de la formation ou alors juste mis au jour un petit peu et donc qui pourraient être essaimés au-delà des territoires et des secteurs. Et ça permet aussi, bien sûr, une rencontre des acteurs du territoire, toujours dans l'objectif d'arriver un petit peu au décloisonnement des secteurs et de l'interconnaissance aussi et de la valorisation des partenariats. Et pour terminer, donc cette formation, elle est née d'un CEPOM qui est financé par l'Agence régionale de santé, qui a débuté, donc elle a été expérimentée cette formation action en 2017 en Gironde, et puis ensuite, voilà, depuis 2018, elle fait l'objet d'un CEPOM, et ce CEPOM prendra fin en 2022, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a couvert pratiquement l'intégralité des départements de la Nouvelle-Aquitaine, et il nous reste cette année les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne qui vont pouvoir bénéficier de cette formation action. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Ah oui, et on va vous envoyer également, parce que du coup j'en profite, vu qu'on va faire le lancement de cette nouvelle promotion là, pour les Deux-Sèvres et la Vienne. Donc dans le chat, je vais vous donner les prochaines dates pour les réunions d'information pour ces 2 départements qui vont avoir lieu là, courant mars. C'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur les présentations des 2 fédérations et des projets. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas soit à lever la main, soit à les poser dans le chat. Et donc maintenant, on va commencer les interventions. Donc Véronique, si tu veux te préparer, moi je vais mettre ton diapo. Je vais essayer de partager ça. Je ne sais pas si vous entendez toujours aussi. Ok, vous m'entendez? Oui. D'accord, c'est déjà ça.
Est-ce que vous voyez bien mon écran, le PowerPoint? Moi, je le vois. OK. Et moi, très bien. Très bien. C'est pas plein écran. Ça fonctionne? Oui, sauf que c'est pas en plein écran, mais c'est pas très grave. C'est peut-être le temps que ça s'affiche comme il faut, peut-être. Je vais en plein écran. Tu l'as en plein écran, toi? OK. Bon, j'essaie de fixer ça. Après, on peut commencer si tu veux. Parce que ça te dérange vraiment. Ah non, pas du tout. Si ça dérange pas les autres, tout le monde voit bien? C'est bon? Allez. Bonjour. Alors, moi, j'ai écouté l'historique. Alors, ça rajeunit pas parce que j'y étais dès le début. On était... Parce que parler de l'aller vers, déjà, ça commence par aller vers les autres en tant que professionnel. Quand deux réseaux vont vers l'autre, l'un vers l'autre, on est aussi dans l'aller vers. Et peut-être qu'il faut réfléchir l'aller vers sur différentes modalités. Alors, accompagnement des usages et aller vers, ça aurait pu être deux interventions différentes, mais bon, je vais essayer de mixer tout ça. Alors moi, je travaille dans un pôle interétablissement d'addictologie, je suis psychologue, et depuis le début de ma carrière, je sors beaucoup de mon bureau. Je vais vers, j'ai d'abord commencé par les équipes de liaison et de soins en addictologie, pour montrer qu'on ne va pas vers que la précarité ou que les publics précaires, on peut aller vers tout un tas de publics qui ne perçoivent pas forcément qu'il y a parfois quelques complexités dans leur comportement. Et on peut aller vers aussi des publics qui sont, par constitution, pas forcément soucieux, ni même qui veulent aller vers, par exemple les jeunes. Les jeunes, on va vers eux parce que ils sont en train de s'affranchir des adultes et des institutions, et donc ils n'ont pas envie trop de se déplacer, donc on va vers. Alors, évidemment, moi, comment on avance? Tchouk, c'est toi qui avances? Deuxième diapo. Donc, vous m'entendez? Donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Voilà, parce que c'est une façon de clôturer aussi le travail qu'on fait. Moi, j'interviens depuis le début avec tout un tas d'autres collègues sur les journées de formation, sur les journées d'échange, sur les projets et tout, avec les personnes accompagnées, avec mes collègues de la précarité. Et au niveau national aussi, c'est toujours une thématique très intéressante quand on commence à se déplacer. Mais j'aimerais bien la deuxième diapo. Il n'arrive pas. Véronique, peut-être que ce serait bien si c'est vous qui présentez votre diapo, en fait. Mais oui, mais je veux bien, mais ça ne bouge pas chez moi. Non, mais est-ce que, par exemple, si en bas, vous avez l'option partager l'écran, ouais. Et du coup, vous pouvez lancer vous-même le diapo, et comme ça, c'est vous qui contrôlerez quand est-ce que vous passez à la suivante, ce sera plus fluide. Et du coup, j'arrête, moi, le partage d'écran. Il faut que tu arrêtes, oui, parce qu'on me dit que je ne peux pas le faire si tu n'arrêtes pas. En bas, normalement, vous avez le bouton vert. Partager l'écran. Oh, j'ai plus rien. Alors, c'est où? J'ai plus rien, moi, maintenant. Voilà. Donc, nouveau partage. Partager l'écran. Nous, on voit votre bureau. Ah bah, dommage. Donc, je pense que si vous ouvrez le PowerPoint, normalement, ça devrait être bon. Alors, j'ai partagé l'écran. Alors, j'ouvre le PowerPoint. Où ça, maintenant? Je ne sais pas trop. J'ai ouvert sur partager l'écran. Vous pouvez ouvrir le PowerPoint et après, vous faites partager toute votre fenêtre. Oui, mais je l'ouvre sur quoi? Normalement, sur mon truc? Oui, ouvrez-le normalement. Ouvrez-le comme un PowerPoint normal. Ah ouais, je n'ai pas mon Finder qui apparaît. Bon, on va faire sans PowerPoint, hein, je pense, parce que c'est trop chiant. Mais...
C'est bloqué. Ah, attendez, allez au dossier, j'y vais. Sinon, Véro, j'essaie de te le partager. Attends, je crois que ça va marcher. J'y vais voir. Ouais, mais ça va être le mien. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, on y va. Hop là, je reprends. Bon, voilà, donc deuxième diapositive, Xapacarud, tout commence par un grand A. On a dans nos dispositifs le mot accompagnement depuis le début, depuis 12 ans maintenant, on est soumis, on a pour mission d'accompagner. Alors, évidemment, l'accompagnement n'a pas fini de nous étonner. On a commencé à accompagner des personnes accompagnées. On a beaucoup fait de colloques, de journées sur l'accompagnement des personnes. Et maintenant, on est sur un peu plus l'accompagnement des usages. Pour accompagner des personnes, on a besoin que l'autre soit là. Évidemment, on ne peut pas accompagner sans que la personne soit là, mais on s'est rendu compte que tous ne viennent pas. On a organisé des dispositifs depuis une vingtaine d'années justement pour favoriser l'accès aux soins. Beaucoup de dispositifs pour les jeunes, pour les personnes hospitalisées, pour les personnes dans la rue, pour les personnes en situation de grande précarité. On n'arrête pas de vouloir que les personnes viennent, mais malgré tout, confrontés à ce que dit Furtos, à la mauvaise précarité, c'est-à-dire ceux qui ne demandent pas de l'aide ou ceux que l'environnement ne peut pas aider ou quand l'environnement ne peut pas répondre, parce que les demandes ne passent pas toujours par des mots, on a introduit cette nouvelle notion de l'aller vers. Donc, quand les autres ne viennent pas, eh bien, on va vers eux. La question, c'est que l'aller vers, ça introduit la question de l'autre, ça introduit la question de l'espace et ça introduit la question du temps. Donc, on va voir comment, dans les addictions et la précarité, comment ces choses-là se goupillent un peu. Alors, ça ne bouge plus. Voilà. Aller vers qui? On va vers les personnes qui manquent d'informations. On va vers celles qui donnent une priorité à la survie. C'est-à-dire que leur survie, ce n'est pas forcément de venir. On va vers les personnes dont le raisonnement est entre coûts et bénéfices. Parfois, il est plus coûteux d'accéder aux soins que de bénéfices. Parfois, on va vers ceux qui pensent que le potentiel stigmatisant attaché à un dispositif serait plus dommageable que d'y aller. On s'adresse aussi à la non-demande comme choix, de ne pas être celui qui demande, dans des logiques parfois de dignité. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement les personnes vulnérables qui ne demandent pas d'aide, il y a tout un tas d'autres personnes qui ne demandent pas d'aide. On va vers les personnes qui perdent la confiance en eux, qui perdent la confiance aux autres et qui perdent la confiance dans le temps qui passe, avec des notions comme « ça n'a pas marché »,« c'est trop long », beaucoup d'échecs. Et on va vers les personnes qui sont en risque d'auto-exclusion ou en risque de désaffiliation sociale. Donc ça, c'est vers qui va-t-on? Aller vers et addiction, et pour bien comprendre un peu cette notion de aller vers en lien avec les addictions, qui est un tout petit peu différente, il faut revenir sur la fonction de l'objet d'addiction. Alors bon, moi, mon métier, c'est psychologue, donc même si je sors beaucoup de mon bureau, je reste quand même attachée à des notions de base de psychologie. Et en travaillant dans les addictions, je m'intéresse depuis longtemps à la fonction de l'objet addiction. Et pour m'y intéresser du mieux possible, je vous propose qu'on écoute deux personnes que j'ai reçues et qu'on écoute ce qu'ils disent. Et ces deux phrases vont nous permettre de comprendre pourquoi il est important d'aller vers et pourquoi souvent ils ne viennent pas. Voilà un monsieur qui est dépendant au jeu d'argent qui me dit « Pour tous ceux qui consomment, et pour moi, c'est une souffrance. Le pire, c'est qu'elle est décrédibilisée, la souffrance, par l'alcool, par la drogue ou par le jeu. » Il me dit « L'addiction, ça cache la souffrance. Donc, souffrance cachée, recherche de protection, vulnérabilité, réduction des risques. » Gilles va intervenir sur la réduction des risques après moi, mais je pense que d'emblée, déjà, la rencontre avec les substances, la rencontre avec des comportements addictifs est déjà une réduction des risques. C'est déjà une réduction des risques parce que vivre, entrer dans la vie, grandir, quitter les dépendances premières, vivre des traumatismes, eh bien, on cherche souvent à réduire les risques. Nous tous cherchons à réduire les risques de la vie.
Mais plus il y a de vulnérabilité, plus on va en chercher à en réduire les risques. Quels sont les risques? Ces risques de la vie, c'est quoi? Les risques de la vie, ce sont les émotions. Les émotions, c'est compliqué. Ce sont les autres. Les autres aussi, c'est compliqué. Dès l'instant où on rencontre quelqu'un d'autre, ça devient un peu compliqué. Ce qui est compliqué parfois, c'est la parole, parce que la parole met à distance les choses, et parfois c'est difficile de mettre à distance. Ce qui est compliqué souvent, c'est de différer la satisfaction, c'est de supporter les frustrations. Et parfois, ce qui est compliqué aussi dans la vie, c'est la question du désir, ce désir qui est un petit peu inattrapable, dont on ne peut rien définir, mais qui est le moteur de la vie et qui fait qu'on continue à avoir envie. Alors, confronté à cette peur des émotions, cette peur parfois de l'autre, parce que les liens ont été compliqués, cette peur de la parole qui ne vient pas contenir tout, cette peur de différer la satisfaction et cette peur de nos propres désirs, eh bien, vont être permis, et la fonction de l'objet va permettre, plutôt que d'être dans de l'émotion, d'être plutôt dans des sensations, plutôt que d'être du côté des autres, mais plutôt du côté un peu d'une relation à un objet qui est un petit peu plus inerte, qui est un petit peu plus docile, qui est un petit peu plus là où on le met, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément trop bouger. Vous l'avez dans la poche, il reste dans la poche, c'est plus compliqué avec les autres. On va plutôt être du côté des actes, des comportements, plus que de la parole. On va être du côté de l'immédiateté qui va nous rassurer quant à l'absence ou quant au vide ou quant à l'attente. Et on va revenir vers une logique de ce besoin, d'un besoin qui est beaucoup plus simple que le désir, parce qu'au moins le besoin, ce dont on a besoin a un nom, alors que ce que l'on désire, souvent, n'a pas de nom. Et justement, on a du mal à savoir parfois ce que l'on désire, mais c'est bien ce qui nous permet de continuer à désirer. Donc voilà pour cette première donnée. Le deuxième, c'est quelqu'un qui consomme de l'alcool, une grosse dépendance à l'alcool, et qui me dit, en vérifiant qu'il a bien une bière dans son sac à dos, il me dit « Ah, j'ai ce qu'il me faut ». Il était rassuré. J'ai senti un grand soulagement de vérifier qu'il n'avait pas oublié sa bière chez lui. Pourquoi? Parce que l'objet qu'il avait dans son sac est un objet complet qui vient compléter en répondant point à point à un besoin. Et finalement, ces objets qui répondent point à point à un besoin sont les objets les plus à risque. Ils sont à risque parce que dans la vie ordinaire, finalement, il faut qu'on se fasse au fait que nos objets de prédilection ne correspondent pas point par point. On s'approche de la satisfaction, on trouve des compromis, on prend du recul, on accepte parfois que ça ne corresponde pas vraiment, et c'est ce qui nous permet de vivre plus tranquillement. Alors évidemment, on voit avec ces deux petites chroniques d'entretien que ça ne va pas être simple de se débarrasser de la solution et du problème, qui sont solution et problème en même temps. La demande d'aide va être difficile, l'accompagnement va être délicat, il va s'inscrire dans la durée. Comment pouvons-nous penser une seule seconde accompagner les personnes accueillies, les patients, les usagers, selon comment on les appelle, sans accompagner les usages? On voit bien qu'étant donné ce compagnonnage avec les objets d'addiction, cette puissance de l'objet d'addiction, qui quand il est, je dirais, en fusion avec une personne, eh bien on voit bien que l'un sans l'autre, ça ne va jamais fonctionner. Finalement, je dirais qu'on parle beaucoup d'alliance thérapeutique avec les usagers, mais je dirais qu'il y a une alliance avant l'alliance. Il va y avoir une alliance avec cette solution et ce problème. Vouloir aider les personnes qui souffrent d'addiction va poser la question, et aller vers, c'est un peu ça. Aller vers, c'est comment, parce qu'on peut aller vers en se déplaçant physiquement, mais ça, je dirais, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Aller vers en déplaçant nos schémas, en déplaçant nos postures, en déplaçant nos représentations, ça, c'est aussi de l'aller vers, et l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc, finalement, avant de pouvoir faire d'être dans une alliance thérapeutique ou une alliance d'accompagnement, on va devoir faire cette solution problème qui sont les comportements. Alors,
évidemment, ça va signifier une grande liste. On voit que la liste est longue, ce n'est pas simple, l'accompagnement des usages. On va devoir se rendre disponible aux usages et à leurs fonctions. Aux usages et à leurs fonctions, pas qu'aux usages, à toutes les fonctions dont on vient de voir. Parce que à quoi ça sert les dispositifs? On va remettre un peu des possibilités d'émotion, des possibilités de rencontre avec l'autre, des possibilités de différer, des possibilités de se confronter à quelques frustrations, des possibilités de se confronter aussi à la parole, à la réponse, à la fiabilité des intervenants, ça c'est important. Donc c'est tout ça, on doit se rendre disponible à tout ça. On doit revisiter, je pense, les conditions de chaque dispositif. Ça ne va pas de soi, l'inconditionnalité. On dit l'inconditionnalité, mais c'est hyper compliqué. Je pense que Gilles va en parler tout à l'heure. On doit privilégier le temps, la durée, en opposition aux ruptures et à la discontinuité. Je crois que les personnes que l'on rencontre ont malheureusement, dans beaucoup de leurs étapes de leur vie, beaucoup de ruptures et beaucoup de discontinuité. On a parlé à une époque des séjours de rupture pour les usagers, mais moi, je n'étais pas tellement d'accord avec ce mot parce que pour le coup, la rupture, ils connaissent finalement, c'est leur vie, ils connaissent beaucoup ça. Et si on peut justement travailler sur la continuité et non pas la rupture, ben c'est très intéressant. Prenons la mesure de ces possibles avec nous. Je crois que nos dispositifs, qu'ils soient spécialisés en addictologie, spécialisés, enfin qu'ils soient du côté de l'hébergement, du côté de l'insertion, ça donne des possibles rencontres, des possibles lieux, des possibles soins, des possibles parcours. C'est un petit peu tout ça, c'est possible. Et protégeons ces personnes autant que possible des répétitions souvent mortifères. Souvent, ça répète dans ces situations. Ce qui répète, c'est souvent ce qui peut être symptomatique et ce qui fait que c'est une affaire qui marche. Et qui peut protéger de cette répétition, sinon les dispositifs qui ont travaillé là-dessus? On va être amené à introduire, on voit qu'on parle beaucoup de changement dans les addictions, on parle beaucoup d'aide au changement, de motivation à changer, mais comment changer si on ne s'occupe pas un peu de ce qui reste pareil? Ça va être très compliqué de passer d'un état à un autre, et pour que cette transition soit réaliste, on doit s'intéresser au même comportement, on doit s'intéresser au comportement qui existait avant et au comportement qui peut exister après. C'est une délicate transition et je dirais, il faut participer à ne pas la rater. Travaillons aussi avec toutes celles et ceux que nous rencontrons à rassurer sur tous les supports possibles et à les organiser, parce qu'ils sont nombreux. Il y a des médiations, il y a des traitements pharmacologiques, psychothérapiques, de l'hébergement, de l'insertion, de la protection, du droit. Tout ça, c'est... Aller vers, c'est aussi tout ça. Accompagner les addictions, c'est ça. C'est se mettre un peu en rang serré et essayer de construire, évidemment, avec eux, parce que sans eux, bah, c'est pas possible. Hein, le possible, ce qui est possible, c'est ce qui est possible pour eux aussi. C'est pas que pour nous. Et je dirais la dernière chose, c'est intégrer les incertitudes de la pratique de l'ADVR. La durée est imprévisible, la durée de la démarche est imprévisible. La possibilité d'ajustement, c'est tout au long avec eux et une incertitude des résultats. Je crois que c'est important aussi de ne pas être dans un objectif figé, mais d'avancer avec et d'être mobile et de ne pas être dans des certitudes. Alors, évidemment, ce n'est pas rassurant. Si nous, on essaie de rassurer l'autre, nous, on n'est pas forcément rassurés sur le résultat final. Donc, finalement, c'est un petit peu ce que je voulais mettre au débat, ce que je voulais proposer avec tous les échanges que j'ai eus dans toutes ces formations, avec les échanges que j'ai eus avec beaucoup d'usagers que j'ai reçus. Et je me suis dit que finalement, la question des supports est une question importante dans l'accompagnement et le soin. En anglais, support, ça veut dire soutenir. Hein. Je crois qu'on offre des supports pour soutenir. Et je pense qu'il y en a qui l'ont bien compris. Je pensais pas passer la diapositive, mais bon, finalement, comme je suis allée plus vite que je pensais, actuellement, vous savez, on parle de réduction des risques sur les questions des usages avec les substances, mais il y a aussi la question de la réduction des risques sur les comportements à risque. Et j'ai pris une diapositive, je vais vous en montrer une qui est sur les jeux d'argent, hein, où le marketing a bien compris que beaucoup de personnes, finalement, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils ne trouvent peut-être pas dans l'environnement, c'est des supports.
c'est important. À certaines étapes de notre vie, on a besoin de support. On a tous besoin de support. Et si on réfléchit bien, on a tous des supports. On a tous des supports très prégnants, très inscrits, très présents dans nos vies. Mais plus on va être, je dirais, dans des socialisations, socialisations suffisantes, plus ces supports vont être discrets, moins ces supports vont se voir. Plus on va être dans des situations compliquées et dans des situations de précarité, plus les supports vont être visibles. Et les supports, c'est ce qui est important. Et le marketing a bien compris la place du support et la place du portage, parfois, qu'il est important de faire, d'avoir dans certaines étapes de la vie, fragilisées, vulnérables, et notamment là, pour le jeu, pour le coup, c'est la jeunesse. Donc, ne laissons pas au marketing l'initiative du support inconditionnel. Donc, je vous montre une petite diapo pour terminer, qui est celle de la publicité des jeux d'argent Winamax, où vous voyez comment ce géant porte ce jeune. Et je crois qu'eux, ils ont bien compris que parfois, porter, eh bien, c'était quelque chose qui était nécessaire et à certains moments incontournable. Donc, voilà, moi, je pense que c'est important de pouvoir, à certains moments, se mettre en position de porter. Alors, porter, c'est pas rendre l'autre passif du tout, mais c'est montrer qu'on est là et qu'on est résistant et qu'on a compris un petit peu que c'était une transition et qu'on porte vers autre chose. Et ça permet aussi de rendre la vie un peu plus supportable et peut-être de rendre moins insupportable aussi pour nous certaines situations sociales qui sont souvent, qui nous mettent en désarroi. Donc, voilà, je pense que je vais quitter sur cette photo qui est tirée de la publicité que vous avez dû tous voir sur les écrans et qui nous dit beaucoup de choses sur ce que comprennent le marketing. Et là où finalement beaucoup d'objets de consommation dans notre modernité sont disponibles, eh bien, rendons-nous disponibles, je pense, au moins, sinon plus, autant que tous ces objets qui sont facilement accessibles. Et parfois, je pense qu'on est nous-mêmes pas suffisamment accessibles. En tout cas, peut-être qu'on ne simplifie pas notre accessibilité, notre visibilité. Et peut-être si le rapprochement de nos dispositifs et de nos secteurs peut être utile, et je crois que c'est ce à quoi il commence à être utile dans tous les projets de rapprochement et de création de projets, eh bien, c'est de ça dont il va s'agir, c'est de la simplification, c'est de l'harmonisation un petit peu des pratiques, c'est notre cuisine. On ne peut pas demander aux usagers de comprendre la complexité et de s'en accommoder. C'est à nous de nous en accommoder et c'est à nous de faire en sorte de proposer des soutiens et des supports qui soient le plus accessibles. L'inconditionnalité, ça commence par être clair sur ce que l'on propose et le rendre accessible. Voilà. Je pense que je suis dans le timing. Je ne sais pas, Juliette, tu ne m'as pas fait de gros yeux encore? C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et moi, je vais en profiter. En fait, je me suis rendu compte, je ne me suis même pas présentée tout à l'heure. Quelle honte. Véronique, tu peux départager ton écran si tu veux. Alors, deuxième épreuve de la journée. C'est en bas. Ouais, parfait. Désolée, Mel. Vas-y. Pas de souci. Oui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et après, de toute façon, on aura des échanges à la suite de toutes les interventions qu'il y aura. Oui, bon, moi, rapidement, c'est juste, je suis chargée de projet à la Fédération des acteurs de la solidarité, plutôt sur les questions alimentation et participation, et j'ai animé la formation de cette année qui a eu lieu en Creuse et en Haute-Vienne, la formation à l'Ictopréca. C'est juste pour que vous m'identifiez quand même, parce que comme j'ai oublié de me présenter. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à Gilles, qui va aller sur la réduction des risques. Est-ce que Gilles, tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez également? On t'entend bien, oui. Ok, super. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça va être extrêmement compliqué, comme à chaque fois, de passer derrière Véronique, à la fois parce qu'elle a déjà dit beaucoup de choses et en plus, elle le dit intelligemment. Donc, voilà, c'est sacré challenge.
Donc moi, je suis Gilles Rosipal. Donc, je travaille dans le secteur de l'addicto initialement, donc depuis 2002, où j'ai commencé. Donc Véronique parlait de sortir de son bureau. Moi, j'ai commencé sans bureau dans la rue, autour du déploiement de ce qui à l'époque étaient des actions de réduction des risques et qui petit à petit se sont développées, amplifiées, institutionnalisées avec la création des CARUD, pour finalement évoluer, me retrouver à la direction d'un XAPA résidentiel, donc anciennement une post-cure, qui développe des actions de réduction des risques depuis 2015. Alors, donc là, la commande pour aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir introduire ce qu'était la réduction des risques et vraiment sur les aspects un peu conceptuels. La commande, c'était de tenir un quart d'heure et d'essayer de se tenir à un quart d'heure. Donc, pour ça, j'ai décidé de ne pas faire de présentation PowerPoint et donc j'ai préparé un petit plan et je vais essayer de le suivre. Alors là, dans le quart d'heure qui vient, l'idée c'était de vous présenter un petit peu ce qu'est la réduction des risques, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et également qu'est-ce que c'est pas. De revenir un peu sur les quelques fondements et principes sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour développer les actions de réduction des risques, pour ensuite basculer sur avec l'histoire du Covid et avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser, pourquoi penser la réduction des risques en AHI, et donc du coup là d'être dans la continuité du travail sur lequel se rejoignent les deux fédérations, donc la FAS et la Fédération Addiction. Ensuite, comment penser la réduction des risques en AHI, et si on a un petit peu de temps, peut-être évoquer avec vous quelques ressources disponibles. Je compte sur Maëlle pour m'arrêter si je suis trop long. Du coup, je vous vois dans le coin, vous n'hésitez pas à me faire des grands signes. OK. Alors, sur un point de départ, donc, la réduction des risques, pour pouvoir comprendre et intégrer ce qu'est la réduction des risques, mais aussi tous les points qu'évoquait Véronique tout à l'heure, la question de l'aller vers, l'importance de l'accompagnement et comment est-ce qu'on pense à un accompagnement pas à pas et vraiment avec la notion de cheminer avec, pour vraiment bien intégrer les logiques d'auto-exclusion, de participation des personnes accompagnées, l'organisation des espaces et du temps, donc, dont on parlait tout à l'heure. Tu introduisais aussi, Véro, la notion de rapport bénéfice-risque, ce qui nous oblige à repenser complètement l'usage des personnes qui s'adressent à nous de manière à pouvoir les aider à améliorer leur situation, de réfléchir à ce que renvoient nos dispositifs et leur organisation aux personnes à qui on s'adresse, les besoins, les attentes, les désirs, quelles sont les nuances entre tout ça, le côté évolutif et adaptatif qui est complètement nécessaire. Pour tout ça, ça peut être intéressant de revenir un petit peu sur les fondements et sur le pourquoi et comment la réduction des risques s'est développée en France. Alors, sans vous faire une leçon d'histoire, ce qu'on peut dire, c'est qu'historiquement, donc pour se protéger, la société en France a très rapidement développé une politique face à la question des drogues et des consommations qui visait la réduction maximale des usages par des moyens répressifs et des dispositifs qui, à l'époque, se limitaient à de la prévention. D'une part, on va éviter l'entrée dans les usages de manière à éviter l'entrée dans des usages problématiques, et en même temps, un dispositif de soins qui était à l'époque tourné vers l'atteinte et le maintien de l'abstinence. Donc, ça s'est caractérisé dès les années 70 avec la loi qui est encore d'actualité en France et qui interdit, qui condamne l'usage, qui introduit la notion de soins avec une double entrée. Donc, l'usager de drogue aujourd'hui est considéré soit comme un malade, soit comme un délinquant. Donc, il peut au choix soit assumer le fait d'être un délinquant, soit se soigner, mais sous-entendu aller vers l'abstinence. On se rend compte avec les années que si une loi qui datait de 1970 et qui interdit l'usage avait été suffisamment efficace pour endiguer le problème et les difficultés que rencontrent les personnes auxquelles on s'adresse, si ça avait été efficace, depuis les années 70, on aurait quand même eu quelques signes. Or, on se rend compte que la question de l'usage reste centrale malgré tout ce temps et que du coup, ça continue à agiter nos équipes, ça continue à questionner, ça continue à fragiliser un certain nombre des personnes à qui on s'adresse. À ça se rajoutent d'autres points, notamment le décalage entre les drogues qui ont été inscrites sur le tableau des stupéfiants et déclarées illicites et d'autres produits, alcool et tabac, qui, eux, intègrent aussi une dimension culturelle avec une espèce de double discours entre des usages qui tantôt peuvent être
valorisé, y compris socialement, et tantôt décrié dès lors qu'on perd le contrôle, qu'on perd l'usage, ce qui permet aussi de bien dissocier deux catégories de personnes et d'en faire des choses qui peuvent assez facilement disqualifier un certain nombre d'individus par rapport aux autres. Fin des années 80, donc l'épidémie de sida, elle vient questionner un petit peu tout ça et elle vient notamment intervenir comme un réformateur social. C'est-à-dire qu'au moment où l'offre de soins des produits stupéfiants, notamment les drogues injectables, cocaïne, héroïne, était vraiment source de contamination par le virus du sida, la réponse qui était faite à l'époque était une proposition de sevrage et qui visait l'abstinence. Ça avait des effets qui étaient somme toute limités. Et en tout cas, les personnes qui continuaient à consommer des drogues se retrouvaient fortement exposées. Et là, on a eu des premiers mouvements d'organisation, notamment des usagers de drogue, qui se sont regroupés, qui se sont organisés, ont rejoint des associations et qui ont pu s'organiser, proposer des premiers éléments de réponse et les prémices de ce qu'allait devenir la réduction des risques. Donc, à la fois en développant un premier niveau de réponse qui était des réponses pragmatiques en réponse à un risque infectieux auquel il s'exposait. Si on n'est pas en capacité ou qu'on ne souhaite pas arrêter de consommer des drogues, on veut tout de même pas mourir du sida, on veut protéger nos proches et donc du coup de développer comme ça des premiers éléments de réduction des risques qui étaient basés sur le risque infectieux, contamination du VIH. Et en parallèle, un deuxième point qui est important et qui prend de l'ampleur avec les années, c'est la question du plaidoyer sur la place des personnes accompagnées dans les choix qui les concernent. Dans un second temps, au fil du temps, du coup, l'efficacité de ces mesures, donc, qui ont très très bien marché pour le risque infectieux, ont pu du coup s'élargir sur les autres champs qui constituent les risques liés à la consommation de drogue ou de produits ou d'autres produits psychotropes, alcool, tabac. Et finalement, on sort d'une logique de lutte contre un risque infectieux et on prend en compte l'ensemble des risques médico-psychosociaux, environnementaux auxquels s'expose la personne lorsqu'elle a une pratique de consommation et on essaye de travailler sur les moyens dont dispose cette personne dans le contexte dans lequel elle est pour réduire les risques et les dommages. Et donc finalement, cette approche a participé à la reconnaissance de la réduction des risques et son inscription dans la loi au fur et à mesure des années, ça s'est fait très progressivement. L'appropriation de la réduction des risques et de ces outils par les équipes soignantes, la création des CARUD, l'inscription de la réduction des risques comme une des missions obligatoires d'EXAPA, et du coup, cette fameuse élargissement de l'approche réduction des risques à l'ensemble des risques et dommages qui sont liés aux pratiques de consommation. Aujourd'hui, on entend donc la démarche de réduction des risques comme une démarche globale, pragmatique, qui va être centrée sur la réalité de l'usager et sur ses objectifs à lui, en ce qui concerne son usage avec la question évoquée tout à l'heure des bénéfices et des risques liés à cet usage, mais aussi avec ses objectifs de changement. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre d'une consommation de drogue ou d'alcool va avoir des objectifs qui ne sont pas forcément d'emblée des objectifs d'abstinence, mais qui vont être des objectifs de souffrir moins, d'améliorer sa qualité de vie. Et finalement, il y a vraiment un travail de réapprentissage de la formulation de ces objectifs, parce qu'il faut pouvoir s'autoriser à dire, par exemple, à un professionnel de santé, à un médecin généraliste, je n'ai pas envie d'arrêter de boire, j'ai juste envie de souffrir moins et d'être moins stigmatisé du fait de ma consommation d'alcool, par exemple. Donc, il y a aussi tout un travail de représentation des personnes qu'on accueille envers nos dispositifs qui est à faire de manière à déconstruire un certain nombre d'idées reçues qui créent des résistances et qui viennent arriver à un moment empêcher l'alliance. Donc, l'idée, pour autant, c'est de pouvoir accompagner des personnes à retrouver du pouvoir d'agir et à être acteurs de leur propre choix et de pouvoir en même temps travailler sur différentes options qui sont possibles, qui peuvent être des options de réaménagement des consommations, de réduction des quantités consommées, d'une abstinence qui va être entre guillemets séquentielle. Donc, on va plutôt parler d'abstention dans certaines situations. Je travaille, je ne consomme pas, je ne travaille pas, je peux m'autoriser des consos, voire d'accompagnement vers un sevrage et vers une atteinte et un maintien de l'abstinence. Donc, on n'est vraiment pas dans une logique, contrairement à des idées reçues sur la réduction des risques, on n'est pas dans une logique de venir renoncer
à des projets abstinentiels, mais au contraire, ce qu'on va chercher à faire quand on travaille en réduction des risques, c'est vraiment de raccrocher au plus près à la fois des besoins, mais aussi des attentes des personnes qu'on accompagne, de manière à pouvoir envisager parmi différentes solutions envisageables et différentes, entre guillemets, différents modes opératoires possibles et choix d'accompagnement, de pouvoir les accompagner vers ce qui est vraiment important pour eux. Voilà, tout ça pour dire. Alors, comment on fait dans la pratique? Il y a aussi la question de ce que n'est pas la réduction des risques. Et quand on parle de réduction des risques en période Covid, souvent la réduction des risques, notamment dans le secteur de la HI, a été perçue comme une espèce de fatalité en lien notamment avec les consommations d'alcool pendant les périodes de confinement. Ça a mis une jolie pagaille dans des centres où les personnes avaient la liberté de venir et s'en accommoder, étaient dans des stratégies de régulation qui composaient avec des règles, avec des habitudes, avec un interdit. Et du coup, tout le monde s'en accommodait plus ou moins, de manière plus ou moins heureuse. Finalement, quand on confine tout le monde, on enferme tout le monde, là, on se rend compte que ces difficultés-là, ces problématiques, on ne peut plus les gérer de la même façon. On ne peut pas non plus ne rien faire. Et là, ça vient renforcer aussi la balance entre les bénéfices et les risques qu'on peut avoir à maintenir un fonctionnement qui interdit les consommations dans les établissements, puisque du coup, il n'y a plus d'espace possible de régulation. Et finalement, ça a amené à se poser tout un tas de questions, à revoir les fonctionnements. Pour autant, la réduction des risques, ce n'est pas simplement tolérer des consommations. Ça ne se limite pas pour autant à réduire les usages ou à réduire les moments d'usage. Et ce n'est pas non plus une mesure pansement pour des personnes qui ne sont pas prêtes à arrêter ou en attendant le soin ou à défaut de l'abstinence. Alors, par rapport à ça, donc, on va bien au-delà de la simple acceptation philosophique de l'usage, et on n'est pas que sur un travail autour des modalités de gestion par des équipes des consommations qui peuvent avoir lieu par les personnes accompagnées dans les établissements. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on accompagne les consommations ou est-ce qu'on accompagne les consommateurs au moment où ils consomment? Et le fait de pouvoir se décaler un petit peu comme ça, ça peut amener d'autres éléments de réflexion. Alors, sur quels principes et fondements s'appuie la réduction des risques aujourd'hui? Alors, il y a quelques notions clés. La première étant le non-jugement, ce qui implique de reconnaître et de comprendre les liens qui souvent sont très, très serrés entre un individu et la substance qu'il consomme dans un contexte social donné. Véronique l'évoquait tout à l'heure, chaque usage peut être justifié et les personnes qui consomment en retirent. Alors, nous, on a tendance à identifier des risques et des dommages. Si tu bois de l'alcool, tu finiras peut-être, si tu en bois trop, avec un cancer du foie. Eux vont aussi également en tirer énormément de bénéfices. C'est-à-dire que ces usages s'inscrivent dans une logique de réponse à des besoins, des attentes, et ces usages ont vraiment une fonction. Si on travaille sur les risques et qu'on modifie les usages pour arriver à réduire les risques, inévitablement, ça va venir chatouiller un petit peu l'autre côté de la balance, c'est-à-dire la notion de bénéfice. Et si on ne prend pas en compte les bénéfices, y compris les bénéfices perdus des consommations pour des personnes qui ont besoin du produit au moment T pour atteindre pour conserver ces bénéfices, on prend le risque de fragiliser le tout et finalement d'obtenir des choses qui sont un peu, qui sont un petit peu moins durables. La reconnaissance du droit des personnes, donc entre les droits fondamentaux, la liberté d'aller et venir, la dignité, le droit à l'intimité, le droit à la sexualité dans les établissements, la réduction des risques, finalement, ça vient nous donner les moyens de reconnaître les droits des personnes et de reconnaître leur citoyenneté et de les rendre acteurs et de respecter leur vie privée, tout en rajoutant des outils autres que l'interdit, de manière à rendre les risques auxquels ça nous expose, nous, de laisser, par exemple, 2 personnes dans un CHRS avoir des rapports sexuels. Ça peut poser tout un tas de questions, et pour autant, c'est un droit fondamental, et le fait de pouvoir
sereinement se poser ces questions-là, ça veut dire qu'on peut sereinement se poser la question de quel va être le risque auquel chacun s'expose et comment est-ce qu'on peut rendre le risque au maximum acceptable. Parce que finalement, vivre, c'est prendre des risques. La question du droit, elle pose aussi la question de la personnalisation de l'accompagnement qui est pourtant inscrite dans la loi de 2002. Où on est censé pouvoir proposer une offre qui est diversifiée, qui est vraiment ciblée sur les besoins et les attentes de chacune des personnes. Ce qui sous-entend qu'une personne qui ne souhaite pas arrêter une consommation peut tout à fait arriver à un moment décider de la maintenir, à nous d'ajuster nos postures et les accompagnements qu'on propose de manière à répondre au mieux à ses attentes et lui permettre de vraiment travailler à la fois sur sa qualité de vie, à la fois sur la réappropriation de sa propre santé et du coup sur son insertion, sur son inclusion sociale. Par rapport à ça, un autre principe fort, c'est que finalement, il n'y a pas de réduction des risques sans les usagers. On ne peut rien faire sans les personnes qu'on accompagne, on ne peut rien faire à leur place et on ne peut rien faire si arrivé un moment, elles ne sont pas en première ligne et en première place sur l'ensemble des choix qui les concernent. Et ça va sur la question des choix d'accueil ou pas dans un établissement, ça va sur les choix des options thérapeutiques, ça va sur les choix de continuer ou d'arrêter de consommer, et ça peut même aller jusqu'au choix qu'ils peuvent avoir de prendre un risque ou alors de s'en abstenir. Quand on discute avec nos patients, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous semblent plutôt secondaires au vu de l'ampleur des difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais qui finalement sont vraiment les risques prioritaires qu'ils souhaitent réduire. Et il y a vraiment un enjeu à ce qu'ils puissent travailler prioritairement sur un certain nombre de choses comme ça. Tout en tenant compte que la modification des habitudes de consommation modifie le rapport bénéfice-risque à court, moyen et long terme, d'où la nécessité de penser vraiment globalement, avec une approche centrée sur la qualité de vie, les priorités que sont celles de nos patients et du coup nos priorités en tant qu'accompagnants, en tenant compte des bénéfices attendus ou réels des consommations. Un dernier point, réactivité, pragmatisme et adaptation. L'idée, c'est de se dire que les stratégies de réduction des risques, ça doit être des stratégies qui peuvent être co-construites et donc qui ne sont pas figées dans le temps, qui peuvent évoluer. Alors, on aurait pu vous proposer quelques slides qui montrent un petit peu les évolutions entre les évolutions des objectifs, abstinence versus gestion des consommations, les gens qui font temps terminé. Ouais. OK. Du coup, je fais vite. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ouais. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire qu'on peut arriver à adapter, à co-construire et que ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Nos patients aussi ont le droit de changer d'avis, tout comme nous, on peut le faire. Alors, pourquoi penser la réduction des risques en AHI? Très rapidement, on se rend bien compte que le fait d'interdire un certain nombre de consommations, ça ne suffit pas. Et donc, pour autant, ça expose nos publics à des risques qu'il convient d'arriver à modifier. La crise Covid, elle intervient un peu comme le VIH, comme un moment, comme un élément qui a été révélateur de plein de difficultés, notamment de la réalité de l'usage dans les structures à caractère social et de la nécessité de prendre en compte ces consommations-là, y compris dans les CHRS. La question de l'alcool, je vois que ça parle consommation de substances légales telles que l'alcool autorisé. Alors effectivement, la question de l'alcool en premier lieu, c'est une question qui a été majeure dans le dispositif AHI. Alors à la fois parce que c'est les consommations qui sont clairement les plus fréquentes dans les dispositifs, et à la fois qui peuvent vite devenir problématiques en termes de sécurité, en termes de gestion d'un collectif, mais aussi d'un point de vue plus individuel, en termes de gestion du manque pour des personnes qui se retrouvent, qui sont dépendantes de l'alcool et qui se retrouvent privées de leur possibilité de consommer dans les interstices. C'est-à-dire que l'alcool est interdit dans le CHRS, je sors et je bois dehors, je reviens, j'arrive à peu près à consommer comme ça, je me cache. Dès lors que je suis confiné dans un CHRS et que je ne peux plus sortir et m'approvisionner librement, ça met en exergue tout un tas de difficultés. Et collectivement, quand vous avez 60 individus en difficulté dans un CHRS, ça finit par faire un collectif qui est assez compliqué à gérer. Alors, pour autant, différents leviers sont possibles. Effectivement, l'alcool étant légal en France, on a des possibilités de régulation et qui ne sont pas spécifiques au secteur addicto.
mais qui peuvent se développer dans tous les dispositifs qui accueillent du public, notamment autour de l'accompagnement et de la gestion des consommations d'alcool. Alors, est-ce qu'on parle d'inconditionnalité d'accueil, est-ce qu'on parle uniquement de lever l'interdiction qui se passerait autour? Non, c'est pas dont il est question. C'est vraiment d'arriver à se mettre d'accord entre une équipe qui a la responsabilité d'accompagner un groupe de personnes et ce groupe de personnes qui vit dans les lieux, d'arriver à identifier ensemble quels sont les risques individuels et collectifs, quels sont les risques qui sont prêts à prendre et quels sont les moyens dont on a pour pouvoir redéfinir les curseurs et trouver ensemble, trouver des solutions qui finalement sont des solutions du vivre ensemble. Alors, comme visiblement j'ai dépassé mon quota, je vous propose de m'arrêter là pour laisser de la place aux questions et j'espère qu'il y en aura dans le chat. Place aux questions si vous en avez. Tu as déjà répondu à une qui était dans... Elle a déjà été répondue, celle dans le chat. Puis il y aura un temps d'échange de toute façon à la fin de 30 minutes. Donc, est-ce que ça vous va si on passe au binôme du CHRS Le Lien? Et si vous nous entendez, vous êtes parmi nous. Bonjour à tous. Donc voilà, avec les masques, c'est moins simple de voir nos visages. Donc moi, je m'appelle Chloé Amar et je suis conseillère en économie sociale familiale, donc sur le centre d'hébergement de réinsertion sociale de l'association Le Lien à Livourne. Et moi, je suis Anne-Lucie Hay, je suis éducatrice spécialisée sur ce même centre. On est une équipe de 4 professionnels, voilà, dont nous 2. Vous aviez un diapo, non, c'est ça? Comment? Vous aviez un diapo ou pas? Oui, c'est ça. Après, on a fait un petit diaporama. Bon, on n'est pas informaticienne de formation, hein, donc voilà, et ni oratrice. L'idée un peu aujourd'hui, c'était de vous présenter brièvement un petit peu la structure dans laquelle nous travaillons, comment on a été amené à participer à une expérimentation, donc au niveau de la réduction des risques. Comment ça s'est passé l'expérimentation, comment on l'a vécu, des petits exemples, et puis voilà, de tracer en un quart d'heure, 20 minutes un petit peu notre expérience sur la dernière année et demie. Alors, je vais vous mettre le diaporama, voilà. Tu fais partage d'écran? Je n'ai pas fait partage d'écran, donc ça ne peut pas bouger. Alors. Oui, c'est ça. Ça marche? Ok, 6. Voilà, ouais. C'est bon, parfait, ok. Donc voilà, donc nous, centre d'hébergement de réinsertion sociale à Livourne, au niveau du CHRS, donc c'est un petit centre, hein, on est sur une capacité de 20 logements qui fait à peu près 38 places, donc répartis sur 3 sites à Livourne, donc un site pour les personnes isolées et 2 sites pour les familles. C'est des personnes donc, isolées et des familles qui vont nous être orientées par des travailleurs sociaux de secteur. La problématique principale, c'est l'absence ou la perte de logement, alors pour différentes raisons, différents parcours des résidents. Mais la mission principale, en tout cas, de l'accompagnement social, ça va être de un peu faire le point sur les besoins pendant leur prise en charge et de travailler avec eux sur le relogement pour qu'ils puissent après accéder à un logement adapté. Donc une équipe de 4 travailleurs sociaux. On propose donc un accompagnement social global, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur tous les champs de la vie quotidienne, que ce soit en termes de parentalité, d'accès aux droits, de budget, d'occupation du logement. Ça va dépendre après en fonction de chacun de leurs besoins. Et y compris autour des questions de santé et des questions autour des consommations qui peuvent être d'alcool ou de substances ou de toxiques. C'est quelque chose ça fait très longtemps dans la pratique au CHRS où on en parle avec les personnes, avec les résidents. La consommation est autorisée dans les logements au CHRS du Lien, dans les parties privatives, pas dans les parties collectives, mais voilà,
ça a bougé il y a quelques années, hein, ça n'a pas toujours été comme ça, mais en effet, quand on parlait tout à l'heure d'interdiction, etc., tout ça au niveau partie privative des logements, en tout cas, c'est autorisé. Et ce qui s'est passé, c'est que en début 2020, donc juste après avec la crise Covid, etc., il y a eu donc l'association Le Lien a été sollicitée pour participer donc, à une expérimentation autour des consommations d'alcool. Donc, la méthode YACA, donc intégrer et accompagner les consommations d'alcool. Comment ça s'est passé? C'est une association santé qui est basée à Marseille, qui a pris compte, avec la fédération, etc. En tout cas, l'association Le Lien a été interpellée pour participer sur 1 an et demi, 2 ans de formation autour des consommations d'alcool, des consommateurs, et de pouvoir comme ça participer à une formation, on va dire, sur du long terme. En effet, dans cette expérimentation-là, il y a toute une… quand on a commencé la phase de formation, il y a un côté, une phase terrain, c'est-à-dire où on va se retrouver en formation, etc. Il y a aussi une phase de recherche. On ne va pas avoir le temps aujourd'hui de tout vous présenter. L'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est de pouvoir, toujours dans une logique de réduction des risques, et donc de proposer autre chose aux personnes que l'abstinence, et de faire avec leur consommation dans le quotidien. Et donc, c'est dans ce sens-là où on a été formé donc, par l'association Santé autour de YACA. L'expérimentation a commencé réellement en septembre 2021 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on s'est retrouvés, on était 6 ou 7 binômes au début, alors mélangés, secteur AHI et secteur spécialisé. Donc, on s'est retrouvés aussi bien avec des centres d'urgence, CHRS, XAPA, centres hospitaliers, au niveau donc basé sur toute la Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'est de pouvoir faire le lien aussi entre nous sur comment ça se passait dans nos structures, la réalité du terrain, et de pouvoir faire le point et de se rencontrer pendant 1 an et demi. On s'est rencontrés régulièrement à Bordeaux ou à Carcassonne aussi, sur la méthode YACA, sur comment ça se passait, sur les situations qu'on avait sur le terrain, l'accompagnement avec les personnes, et de pouvoir être formé sur comme je disais, j'ai déjà dit, sur la durée, pour pouvoir aussi former et changer les pratiques tout au long de l'expérimentation. Donc effectivement, la méthode YACA, on va vous en parler brièvement parce qu'il y a différentes méthodes d'accompagnement de réduction des risques. Nous, c'est vraiment à YACA qu'on a été formés, parce qu'en plus, quand on nous a proposé cette méthode-là, c'est vrai que dans la réalité de notre expérience, c'était moi je parle en mon nom, hein, c'était un petit peu nébuleux et un petit peu évasif. Pour moi, la réduction des risques, on était plus habitués à effectivement les méthodes, ce qu'on appelle de sevrage, d'abstinence. C'est ça aussi que beaucoup, les résidents qu'on accompagne nous nommaient, hein, dès qu'ils voulaient effectivement parler de leur consommation. Souvent, on leur disait, oui, je sais, il faut que j'arrête de boire, il faut que j'aille vers l'abstinence et que je diminue. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on était confrontés au quotidien avec cette réalité des consommations chez nos résidents et à la fois avec une difficulté d'accompagnement comme les autres intervenants ont pu en parler aussi précédemment. Donc, nous, c'était une richesse pour nous de pouvoir être formés à accompagner effectivement les consommateurs d'alcool sur cette question plutôt de réduction des risques qui effectivement était plus parlant aussi pour nous dans la réalité, en tout cas de notre travail et de cela qu'on était confrontés au quotidien. Donc, pour faire rapide aussi, parce que YACA, c'est très, pas complexe, mais très riche en termes de formation. Donc, pour faire un petit peu court, YACA, c'est quoi? C'est 3 grands principes sur comment accompagner les résidents dans la réduction des risques et de leur consommation. Déjà, c'est de parler autrement d'alcool. C'est vrai que nous, c'était une découverte sur ce côté-là qui paraît bête, mais en tout cas qui est réelle. Le choix du vocabulaire, comment faire attention aux mots qu'on emploie avec les personnes consommateurs d'alcool. Comme le disait tout à l'heure Gilles et puis aussi Guillaume, aujourd'hui, l'alcool parfois peut être valorisé, mais aussi très stigmatisant et très excluant. Et malheureusement, avec les personnes qu'on accompagne, c'est plutôt du côté de l'exclusion et de la stigmatisation.
Donc, IACA, c'est déjà ça. Parler autrement d'alcool avec les gens et dans le non-jugement, effectivement, et non culpabilisant. C'est aussi voilà, déconstruire toutes ces représentations voilà, qu'il peut y avoir autour de l'alcool, parce qu'on est confronté effectivement à des gens qui souvent n'en parlent pas spontanément, alors d'autant plus nous au CHRS, parce qu'effectivement, lorsque les gens viennent au CHRS, ce n'est pas forcément pour parler de leur conso, mais pour parler effectivement de leur problème de logement. Donc c'est d'autant plus difficile pour eux souvent d'en parler avec nous, parce que voilà, ce sentiment de honte, donc on ne parle pas effectivement de ces choses-là. Donc IACA, ça nous a aidé effectivement à rendre plus libre, on va dire, la parole autour des consommations d'alcool et désacraliser effectivement l'alcool comme un problème. Voilà. C'est accueillir autrement, ça rejoint, hein, c'est-à-dire qu'on part des consommations d'alcool, de leur réalité, on part de d'où ils en sont, voilà, que ce soit dans leur vie, dans leurs difficultés, on va dire diverses et variées dans les différents champs de leur vie, mais aussi dans leur consommation. Et comme le disait, je crois tout à l'heure Gilles, les remettre aussi au cœur de leur conso, parce que finalement, ils sont habitués à ce que voilà, ils aillent voir des médecins, on leur dise voilà, quelles sont un peu les solutions pour voilà, soit arrêter l'alcool ou en tout cas travailler la question. Là, nous, on n'est pas médecin, on n'est pas psy, donc au contraire, nous, c'est voilà, la méthode IACA, c'est voilà, partir de leur consommation, comment ils consomment et pas pourquoi surtout. Voilà, c'est voilà, partir de leur consommation et les aider à ce que ça ne soit en tout cas plus un frein dans leur quotidien. Et le troisième gros principe, c'est effectivement accompagner autrement, faire avec la réalité de leur situation. Et on ne part pas de leur conso, on va dire, pour améliorer leur quotidien, mais au contraire, en améliorant leurs conditions de vie, on va se rendre compte que de fait, ça va réduire leur conso. Ces trois phases-là, très concrètement sur le terrain, c'est un peu 4 étapes en fait, 4 étapes de. Attendez, j'ai le diapo. Ouais. Voilà, donc concrètement sur le terrain, IACA, comment ça fonctionne? C'est voilà, 4 étapes pour accompagner les gens dans cette réduction, enfin dans cette réduction des risques et puis gestion de leur consommation. En CHRS, on a quand même touché du doigt très concrètement que nous, globalement, on parvient à faire avec les gens la première et la deuxième étape, hein, c'est-à-dire l'accroche et la sécurisation. Je vais vous expliquer un peu mieux ce que c'est. Parce qu'après, la stabilisation et l'amélioration, finalement, c'est des étapes après qui, dans l'idéal, se fera avec voilà, des organismes de soins. Et surtout que voilà, la réalité d'un CHRS, c'est un temps d'accompagnement sur un temporaire, hein, sur un temps court. Donc, on n'aurait de toute manière pas le temps, effectivement, de faire les 4 séquences. Donc, concrètement, l'accroche, c'est voilà, tout ce que je vous disais par rapport au parler autrement d'alcool, c'est-à-dire ce n'est pas un problème de parler d'alcool, désacraliser le fait de parler de l'alcool, libérer la parole autour de ça et leur redonner confiance dans la capacité à parler effectivement de leur consommation avec les professionnels de manière tranquille et assez libre. Et finalement, ce n'est pas si simple, sincèrement, même si on leur donne vraiment, dans le discours, on leur dit qu'il n'y a aucun souci, qu'on peut en parler, mais on voit bien que la représentation, l'histoire des sociétés, instinctivement, les met un peu en difficulté finalement pour en parler, parce qu'il y avait vite ce sentiment de honte qui est malheureusement très présent chez chacun, effectivement. L'idée, c'est que justement, ça ne soit pas caché. On parlait tout à l'heure de consommation cachée d'alcool et donc qui amène encore plus de risques dans la prise de risque. L'idée, c'est de pouvoir avoir, en tout cas, qu'ils sachent qu'il y a cet espace-là où ils peuvent en discuter. Donc, en effet, on est beaucoup sur la phase 1 et 2, donc la phase d'accroche et la phase de sécurisation, où, en effet, la sécurisation après, c'est davantage de faire attention aux besoins primaires, c'est-à-dire des besoins d'hydratation, d'alimentation et de sommeil. Ça, c'est des choses, des réflexes en tout cas, ça nous a marqué avec Lucie avec IACA, avec toute l'expérimentation qu'on a eue, c'est d'avoir aussi conscience au niveau santé ce que l'alcool peut avoir comme conséquence, et donc de faire attention et de sécuriser ces besoins primaires-là, d'agir comme l'explique le schéma, donc sur les urgences vitales.
Parce que c'est vrai qu'effectivement, souvent quand les consommations sont massives, on s'aperçoit qu'ils laissent forcément plus de côté ses besoins primaires, et c'est vrai qu'on est beaucoup plus vigilant à ça. Parce que c'est des choses qui ont tendance effectivement à laisser se dégrader. Alors c'est essentiel, ces trois phases, enfin ces trois dimensions-là. Donc c'est vrai que, en tout cas, au sein du centre d'hébergement, on va être beaucoup sur les phases d'accroche et de sécurisation. Parce que c'est aussi la réalité d'un centre d'hébergement où on peut avoir le temps et on a la notion du quotidien. Le logement est sur place, c'est des résidences où on est quasiment tous les jours. Il y a cette notion d'accompagnement intensif qui est beaucoup plus présente que sur un accueil de jour ou une autre structure. Donc voilà, ça c'était un... Et on a les leviers concrets, parce que c'est vrai qu'IACA, c'est aussi voir avec eux à construire en fait les améliorations de leur quotidien. Et là aussi, comme on est là au quotidien, on peut mettre en place de manière très concrète, nous, pour le coup, les choses dont ils ont besoin dans leur quotidien aussi, c'est sûr. Alors, on a une autre... Donc ça, c'est un peu global. C'est pour un peu vous résumer. Globalement, qu'est-ce que c'était IACA et qu'est-ce qui est marquant dans l'expérimentation. Donc voilà, c'est de passer d'une logique d'arrêt et d'abstinence à une logique de faire avec. Donc comme on disait depuis tout à l'heure, de pouvoir faire avec leurs habitudes de consommation. C'est leur poser des questions sur comment ça se passe la journée. Qu'est-ce qu'une journée pour vous? Alors, il y a des outils, on a tout un bagage maintenant et des questionnaires, des guides, etc. pour pouvoir aborder tout ça avec les personnes. Leurs habitudes de consommation, s'ils consomment plutôt le matin, le soir, tout seul, en groupe, debout, assis, quel type d'alcool, etc. D'être plus dans une logique du combien vous buvez, combien de bières, combien de bouteilles de vin, c'est comment les personnes consomment. L'idée, c'est de ne pas directement travailler sur la quantité, mais sur comment les personnes consomment leur alcool. Passer d'une logique d'éradication des consos à une logique d'analyse et d'accompagnement. Donc, de prendre le temps avec eux, même si on n'est pas, comme on disait, on n'est pas psychologue, on intervient d'un point de vue éducatif, on ne prend pas la place des soignants sur le pourquoi ils ont été amenés à consommer. Des mots, passer d'une logique de guérison à rétablissement. Donc un ensemble de termes, en tout cas, qui ont changé tout au long de notre pratique et qui font que cette méthode IACA, en tout cas, elle a globalement changé et fondamentalement, en tout cas, changé aussi nos pratiques, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Par exemple, par rapport à toutes ces expérimentations-là, moi, j'ai été amenée à accompagner un monsieur qui prenait beaucoup de risques quand il y avait de fortes alcoolisations, beaucoup de risques de chute au niveau de ses traitements, etc., qui n'étaient pas pris en parallèle. Et donc, on a travaillé avec lui sur ces risques de chute, de brûlure aussi, qu'il puisse avoir autour de lui ses consommations, sa bouteille, etc., pour qu'il ne puisse, parce que c'est un monsieur qui se cassait l'épaule régulièrement, par exemple. Et donc, de travailler avec lui sur ses habitudes de consommation. Et travailler sur son environnement. Et l'environnement dans lequel il vit. Donc, voilà, de pouvoir minimiser les chutes, avoir tout à proximité. C'est un monsieur qui ne mangeait plus, qui n'avait plus d'alimentation parce que c'était trop compliqué. Et donc, de pouvoir, par exemple, aller faire des courses avec lui et puis lui prendre des plats préparés, des choses où il peut consommer, il aime consommer, pour éviter le risque de sous-alimentation et d'hydratation. Voilà, donc c'est des passages infirmiers. Enfin, voilà, on va dire que la structure type CHRS peut amener, et c'est un vrai soutien et un appui sur le fait qu'on est présent au quotidien pour les personnes. Nous, en fait, alors, sachant que là, c'est tout frais pour nous, cette formation, elle s'est terminée en novembre. Donc, on est qu'au tout début, de toute façon, de l'application, j'ai envie de dire, de cette méthode auprès des résidents, parce que même nous, on se rend compte qu'il faut encore voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut du temps pour que des nouvelles pratiques, déjà nous les approprier, déjà nous en tant que deux personnes ayant été formées à
la pratique, mais aussi on voit aussi que c'est important aussi de maintenant pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris à notre équipe, du côté institutionnel, du côté des partenaires. Voilà. Nous, on sent qu'on est quand même qu'au début, hein, voilà, de ce travail au quotidien avec nos résidents, même si on y croit fortement à cette manière d'accompagner aujourd'hui les personnes consommateurs d'alcool. On est convaincu que c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner avec eux et qui fonctionne. Hein. Mais c'est vrai qu'on est au tout début. Je pense qu'il faut du temps pour que, et ce webinaire en fait partie en termes de, que ça rentre un peu dans les mentalités de tous, que ce soit les résidents, les professionnels, du soin, de l'insertion. C'est vrai qu'il va falloir que tout ça soit un petit peu plus de manière, on va dire, globale à tous pour qu'on puisse travailler en cohérence avec les personnes. Nous, ce que ça a aussi apporté au CHRS, comme disait Chloé, nous aujourd'hui, autant les gens peuvent consommer dans leur appartement, mais pour le moment, pas dans les structures, enfin, dans les temps collectifs, pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en réflexion, parce qu'on se rend compte, après avoir été formé à IACA, que ça nous paraît assez contradictoire de leur permettre de consommer dans leur appart, mais pas dans les... pas forcément sur les temps collectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en réflexion aujourd'hui au CHRS sur comment finalement, pourquoi pas en tout cas, permettre aussi les consommations finalement partout où ils sont. Et on se rend compte d'ailleurs avec IACA que ce n'est pas forcément en permettant davantage ces consommations qu'il y aura forcément débordement, parce que c'est souvent ça qui a fait peur aux structures. Hein. Je rejoins un peu ce que dit Gilles. On se dit, oh là là, mais si on permet les consommations d'alcool partout, est-ce qu'il ne va pas y avoir du débordement? Et finalement, non. On se rend compte qu'en mettant les interdits, c'est là où on crée finalement la difficulté et la mise en difficulté des gens, effectivement. Or, en libérant la parole et la possibilité de consommer finalement assez largement, au contraire, c'est là où ça vient les aider à mieux réguler. Parce que IACA, c'est aussi ça. Hein. Nous, on a aussi beaucoup appris cette dangerosité pour les résidents, finalement dans les surconsos et sous-consos. Et c'est un peu ça aussi, tendre vers une consommation plus équilibrée, on va dire. Et ça passe par une réflexion aussi sur le collectif. Voilà. Donc, donc c'était la dernière slide, en tout cas, sur un peu, nous, les limites qu'on a eues, c'était par rapport à l'expérimentation, la phase notamment de recherche, etc., qui a été difficile à mettre en œuvre parce qu'on est un petit centre. Donc, ça a été assez limité. Il y a eu des fins d'hébergement, fins d'hébergement qui restent temporaires. Donc, il y a beaucoup aussi de turnover. Et puis, oui, comme disait Lucie, la logique aussi institutionnelle. On se rend compte, après avoir fait cette expérimentation-là, on est très satisfait d'avoir fait l'expérimentation, mais c'est aussi une logique institutionnelle à avoir et de former les équipes et les cadres. Mais ça reste une expérimentation et une approche, en tout cas aujourd'hui, qui a changé notre posture, vraiment sur le vocabulaire, sur le regard, et déjà que ça soit plus un tabou pour les gens, qu'il y ait cet espace de parole et que parfois ils n'ont jamais eu dans leur parcours résidentiel. Et de la part d'un professionnel aussi. Et de la part d'un professionnel, voilà. Mais c'est vraiment sur un travail de pluridisciplinaire et pluri-institutionnel. Donc, voilà un petit peu, en tout cas, notre expérience IACA au CHRS. Merci beaucoup. On ne me voit plus, mais on va passer directement au témoignage de Sylvie, qui va revenir un peu sur son expérience que vous voyez donc, à l'écran. Est-ce que tu prends la parole, Sylvie? Bonjour. Je me présente, je m'appelle Sylvie Fortuné. Je suis là en fait pour témoigner du retour d'expérience. Alors, j'ai fait un récapitulatif de mon parcours. Je suis désolée, c'est ma première visio, je ne suis pas très à l'aise. Alors, je suis usagère de drogue, je fais partie du CID de Barsac, la communauté du fleuve, la communauté thérapeutique du fleuve à Barsac. Alors, je suis usagère de drogue et d'alcool depuis mon adolescence, période de ma découverte des premières cigarettes et de mes premiers joints vers 11-12 ans. Par la suite, j'ai pris de la cocaïne et buvais de l'alcool à l'occasion de manière festive. Mes consommations d'alcool et de produits psychotropes finirent par envahir ma vie et devenir problématiques au quotidien. Après 20 ans de crack et la traversée d'événements douloureux, comme la perte de l'autorité parentale de mes 3 enfants et le décès de mon frère aîné lui-même addict, au bout du rouleau et ne supportant plus ma façon de vivre, ce fut le déclic et la prise de conscience m'amenant à la décision de changer de vie. Donc, j'ai entrepris la démarche de me faire accompagner, reconnaissant ma maladie par des professionnels de la santé. Après plusieurs tentatives d'arrêt de la consommation de produits et ma mise en hôpital psychiatrique à diverses reprises,
j'ai atterri en janvier 2020 à la communauté thérapeutique du Fleuve à Barsac pour une prise en charge de 2 ans. Je me suis éloignée de la Guadeloupe dont je suis originaire et de mon environnement de consommation néfaste, distance de 8000 km, et je me suis mise à distance de toute drogue et de possibilité de consommation d'alcool. Au sein de la structure qui est une communauté thérapeutique dont le soin s'effectue sur 2 axes, une approche collective fonctionnant sur un système de vie communautaire reposant sur le support du groupe, partage de tâches, prise de responsabilité, groupe de parole, la présence d'ateliers thérapeutiques, éducatifs et d'intervenants extérieurs, soit une dynamique de groupe. Une approche individuelle par le biais d'un accompagnement personnalisé avec un référent étant un éducateur spécialisé. Le soin se définit par l'apprentissage d'objectifs thérapeutiques et la compréhension du mécanisme de l'addiction. Il nous est également dispensé un soin médical et psychologique. Dans mon cas, plus aucune prise de médicaments depuis 1 an. Le but final étant le rétablissement du résident et sur le plan physique et psychique et sa réinsertion sociale, retrouver un logement, reprendre des activités et une formation, voire une profession. Au cours de mon parcours de soins, j'ai vécu 2 étapes importantes. Une première période de 8 mois, durant laquelle j'étais en phase 1, un temps de mise à distance des produits, d'identification de mes émotions avec ma resocialisation, donnant lieu à un travail sur mon comportement avec un soutien par l'entraide mutuelle des individus du groupe, d'où l'émergence du concept de la paire aidance. Au fur et à mesure de mon soin, je me suis découvert des compétences de l'accompagnement de mes pairs et je me suis lancée dans l'apprentissage de ce concept. Le concept de la paire aidance est un patient ou un résident ou un ancien usager qui est formé pour partager un savoir expérientiel de la maladie et surtout du rétablissement pour être un vecteur d'espoir auprès des autres usagers, des familles et des proches. Une de mes valeurs, c'est la relation d'aide, écoute, échange, bienveillance, non-jugement entre les pairs que j'ai pu connaître au sein de la communauté thérapeutique. Par la libération de la parole, me permettant de partager mon expérience de rétablissement avec autrui pour les accompagner dans leur processus de soins vers un mieux-être et un mieux-vivre, afin de leur redonner espoir. C'est accepter sa fragilité ou sa maladie, le rétablissement est un acteur dans sa prise en charge et dans sa vie quotidienne. C'est se réinsérer en tant que citoyen, en tant que personne, et avoir une vie satisfaisante pour soi et s'épanouir. Alors, voilà. Au final, ce vécu, depuis mon intégration à la CT et la reconnaissance de l'attitude au niveau de l'entraide, m'ont permis d'aller vers et faire avec, c'est-à-dire de retrouver mon pouvoir d'agir, aboutissant à une posture de père aidant, me servant de béquille par rapport à mon chemin d'abstinence. Cela me permet de communiquer et de continuer à travailler mes objectifs thérapeutiques. Aujourd'hui, je suis arrivée à la fin de mon soin et je repars avec beaucoup d'incertitudes sur la réalité du terrain en Guadeloupe, mais avec le projet de rapporter le concept. À ce sujet, je fais un appel au contact sur la Guadeloupe, si vous en avez. De ce fait, ça comprend surtout le côté que ça va la première intervention de Madame la psychologue. J'en reviens sur ce que disait Jules Rosipal. Alors, l'ARDR en communauté thérapeutique, comme moi je l'ai vécu. Alors, ça peut être un non-sens dans le concept de la communauté thérapeutique, car c'est un établissement à haut seuil d'exigence, dont l'objectif est l'abstinence. Mais dans la réalité du terrain, il existe à Barsac 2 approches au sein de la prise en charge. Sachant qu'on intègre l'institution après un sevrage, mais non abstinent, et que la consommation sur site est proscrite. Il y a une approche collective liée à la vie communautaire, passant par l'entraide et les pairs, et le soutien de leurs pairs, et une approche individuelle par la mise en place d'une prise en charge personnalisée associée. Nous savons que le chemin pour tendre vers l'abstinence est difficile, d'où l'accompagnement personnalisé sur la pratique de la RDR par les professionnels en accord avec le résident. L'abstinence est l'objectif final qui peut passer par la RDR au début et pendant le parcours de soins. De ce fait, l'accompagnement prend toute sa place. Au niveau de l'institution, il est mis à disposition du matériel permettant de consommer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité hors site, à de moindres risques. Si le résident n'arrive pas à rester abstinence pour diverses raisons lui étant personnelles, et de ce fait consomme d'abord à l'extérieur, puis sur site, la pratique de la RDR permet de mettre en mots ou au travail les consommations qui resteraient cachées. S'il y avait une interdiction formelle
ne pouvant donner lieu à la décision de gestion de consommation. Et ça peut donner lieu à la décision de gestion de consommation ou au choix de l'abstinence. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Mais comme je répète encore ta demande sur des contacts en Guadeloupe, on a essayé d'avoir un peu des contacts puisqu'elle y retourne. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager ou à me les partager par mail que vous avez eu sur l'invitation. J'ai vu, si vous avez des questions pour Sylvie, vous pouvez. Est-ce que tu vas dire oui, vous pouvez les écrire ou les poser directement. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure, donc je ne sais pas si on la prend tout de suite pour Aïka ou bien on passe à la clôture. Je ne sais pas si des petites questions avant. On peut prendre quelques questions, oui. Parce que j'ai vu que pour Aïka, il y avait une question. Yaka, pardon. Il y avait une question pour vous dans le chat. Alors, je n'ai pas vu la question. C'était pour les interventions. Non, je ne l'ai plus du coup. Parce que comme il y a eu Je pense que c'était une question plus globale. Comment faites-vous concrètement pour articuler l'accompagnement et le respect de vos règlements internes pour les produits illicites, notamment cannabis? Alors, comment faites-vous? Alors après, les produits illicites, c'est encore autre chose. C'est vrai que nous, on a beaucoup été du coup, accompagnés et formés, en tout cas par rapport aux consommations d'alcool. Yaka, c'est au niveau des consommations d'alcool. Donc, après, bien sûr que nous, dans notre centre d'hébergement, il y a des personnes qui sont consommatrices de cannabis et de drogue. Hein, on en est tout à fait conscient. Le problème, c'est qu'en effet, il y a le règlement intérieur qui explique que les consommations sont interdites au sein de la résidence. Donc, c'est des sujets qu'on peut quand même aborder. Même, voilà, moi, j'estime que même sur des centres d'hébergement où la consommation, toute consommation, hein, que ce soit alcool ou produits illicites est interdite, on peut quand même en parler avec les personnes, aborder le sujet et voir comment l'accompagnement peut être mis en place. Après, oui, nous, ça nous arrive dans la résidence, il y en a qui consomment. On ne va pas forcément mettre une fin d'hébergement directement si les personnes consomment du cannabis. Mais c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Oui, c'est compliqué. Je ne sais pas si je réponds très bien à la question. Mais Gilles, si tu lèves la main, vas-y. Oui, sur la question du cannabis, effectivement, le cannabis est interdit par la loi et la loi qui s'applique hors des établissements doit pouvoir s'appliquer dans les établissements. Ce qui veut dire que l'interdit relatif au cannabis, tant que la loi n'a pas changé, on ne peut pas autoriser librement et de façon ouverte la consommation de cannabis. Il y a peut-être une porte de réflexion avec la création des haltes soins addiction qui prévoit des espaces de consommation supervisés adossés au XAPA ou CARUD, mais c'est sûr que dans les CHRS, on ne peut pas dire tu as le droit de consommer du cannabis. Par contre, le fait d'accompagner avec une logique de réduction des risques et de redéfinir le cadre et les attentes qu'on a envers nos patients peut aussi faire que un règlement peut interdire la consommation de drogue illicite dans l'établissement et doit aujourd'hui malheureusement interdire ces consommations. Par contre, on peut aussi choisir de ne pas sanctionner ces consommations d'une exclusion systématique. À partir de là, ça veut dire qu'on peut aussi travailler dans une logique d'accompagnement et de réduction des risques liés à une pratique d'usage, que le produit soit licite ou illicite, y compris en tenant compte du fait que le risque, c'est un risque de se mettre en porte-à-faux avec une équipe éducative, le risque de jouer au chat et à la souris, les conséquences qu'on peut redouter liées à ces consommations. À la ferme Merlet, par exemple, on a certains patients qui ne sont pas en capacité ou qui ne s'abstiennent pas de consommer du cannabis,
il y a des alternatives. La question du CBD, l'utilisation du CBD, donc les fleurs qui sont en vente libre, peut se poser. La question du deal, parce que c'est ça qui nous embête finalement dans les structures collectives, c'est pas tant les conséquences des consommations de cannabis, d'autant que pour ce qui concerne nos patients qui sont fortement précarisés, qui souffrent de troubles psy, qui ont des addictions multiples et sévères, alcool, drogue, etc., souvent le cannabis, c'est même une stratégie de moindre mal pour eux. Pour autant, il y a des choses qui peuvent avoir des conséquences qui vont impacter directement soit la santé individuelle, soit l'équilibre du collectif. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'un patient qui consommerait du cannabis dans les murs, on va proposer un accompagnement qui intègre des actions de réduction des risques de manière à minimiser l'impact de cette consommation dans sa vie de tous les jours, sur l'accompagnement qu'on peut proposer, sur l'équilibre du groupe. Pour autant, la question du deal est fortement sanctionnée et ça peut aller jusqu'à une exclusion parce qu'effectivement, ça peut mettre les personnes en difficulté et ça peut mettre en péril l'équilibre du collectif. Donc, je pense que même avec des produits qui sont interdits par la loi, on peut à la fois rappeler un interdit légal, mais en même temps, composer avec cet interdit. Ça ne veut pas dire ne rien faire et ça ne veut pas dire laisser faire, ça veut dire simplement travailler dans une logique de continuité de l'accompagnement. Parce que, encore une fois, si on est dans une logique d'accompagnement et de réduction des risques, si on exclut des personnes qui sont déjà exclues parce qu'ils ont des pratiques qui s'adressent à nous pour arriver à influer sur ses propres pratiques, quelque part, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et puis on a du mal à avancer. Donc après, c'est un parti pris. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on laisse faire et que du coup, on n'applique pas les interdits liés aux stupéfiants. Mais par contre, c'est vraiment de travailler avec le cadre légal qui est le nôtre, avec les missions qui sont les nôtres, y compris la mission de réduction des risques, et de pouvoir arriver à trouver des solutions d'accompagnement qui permettent prioritairement d'éviter les ruptures de parcours et l'aggravation des situations. J'ai séché tout le monde du coup. Merci beaucoup, Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est déjà 57, sinon je peux proposer que Erwan, vous interveniez. Si vous êtes là, et pour clôturer également la session. J'ai vu Erwan dans les participants. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Erwan Hôtesse Tréant, moi je suis responsable du pôle vulnérabilité à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et je vous prie de m'excuser, j'avais une réunion à 14h, donc je vous ai rejoint en cours de webinaire, mais j'ai écouté notamment le témoignage et puis aussi les questions et la présentation du CHRS Le Lien. Merci d'avoir organisé ce webinaire sur une question qui a quand même, je ne sais pas si ça a été dit en introduction, mais qui a beaucoup évolué ces dernières années, et notamment en lien avec la crise Covid, avec aussi cette idée que voilà, les questions devaient bouger sur le rapport aux consommations de substances psychoactives dans les structures collectives. Moi, j'ai deux exemples en tête. Hein. Je participe à des comités régionaux sur un certain nombre de projets et encore, souvent, on trouve dans les règlements intérieurs proposés la question de l'exclusion en cas de consommation de lieux sociaux, hein, je parle, et sur ce modèle classique de l'abstinence. A contrario, quand j'avais visité avec Laetitia Tamarel, je ne sais pas si elle est connectée, de la DRETS, le centre d'hébergement Covid pour les personnes en situation de précarité géré par le diaconat, les responsables nous expliquaient que voilà, pour les personnes qu'ils accueillaient et qui devaient être mises à l'isolement dans une chambre, ce qui n'est pas évident pendant plusieurs jours, ils avaient dû adapter leurs pratiques. Ils avaient quelques bières dans le frigo et ils géraient ça plutôt que des formes d'abstinence qui rajoutaient aux difficultés de la situation. Ce qui a bougé aussi, je pense, d'un point de vue institutionnel, mais ça peut être été dit, c'est le soutien à un certain nombre de projets dans la région. Le projet IACA a été nommé
par les personnes du CHRS Le Lien. Il y a aussi quelques autres projets qui sont menés aussi, bien sûr, à la ferme Merlet. Et puis, les choses se diffusent petit à petit. Mais le grand coup d'accélérateur, ça a été, dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions, l'appel à projet commun avec la DIAL sur la RDR dans le secteur AHI. Et donc, voilà, en final, on est passé d'une période d'expérimentation à une période un peu d'institutionnalisation et de déploiement. Ce qui ne lève pas toutes les difficultés en termes de positionnement des équipes, des directions, des personnes elles-mêmes par rapport aux consommations, puisque tout l'enjeu est de permettre un certain nombre de pratiques dans une logique de réduction des risques, c'est clair, et puis en même temps, le maintien d'un certain nombre d'interdits protecteurs, si je puis dire, quoi. Il ne s'agit pas non plus de tout autoriser partout, tout le temps, et c'est là que le curseur est compliqué, dans l'intérêt des personnes, dans le respect des personnes, mais aussi dans la question de la responsabilité des équipes qui accompagnent et des directions de structure, où effectivement, on est encore dans une phase de stabilisation de ce qui est possible de faire. En tout cas, moi, je suis persuadé, dans la poursuite des logiques de réduction des risques liés à l'alcool, que c'est la voie qu'on doit collectivement emprunter, d'encadrer les consommations, de travailler sur ces consommations, d'être dans des logiques de réduction des risques, plutôt que d'être dans des formes d'abstinence qui sont le prolongement de formes de déni, finalement, institutionnalisées d'une certaine manière, quoi. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'ARS, on regarde vraiment avec intérêt les actions que vous menez. Et je vous en remercie encore sincèrement pour tout le travail accompli, toutes les questions qui ont été posées dans beaucoup de lieux en région, avec l'appui de la Fédération des acteurs de la solidarité, de la Fédération Addiction, des structures qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a un changement culturel qui est en cours, mais aussi des pratiques professionnelles, des pratiques d'accompagnement dans un sens d'une plus grande inclusion des personnes. Et je trouve que le témoignage fait à la fin est tout à fait important sur l'enjeu d'être dans ces postures d'accueil des situations où on est finalement dans des approches des réductions des risques, y compris en communauté thérapeutique, où on a même si le paradigme est d'aller vers l'abstinence, on a le droit voilà, d'avoir des difficultés, d'avoir des fragilités, de reconsommer. Et puis, c'est un chemin hein, pour tout le monde, quoi. Donc, je pense aussi, y compris pour les professionnels, puisqu'on est dans une société où on est tous confrontés aux substances psychoactives. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Juliette et Maëlle pour l'organisation et merci aux intervenants pour les échanges. Merci à vous pour cette clôture. Mais merci aussi à tous les intervenants, au témoignage de Sylvie. Et je ne sais pas comment clôturer cette session. Merci beaucoup. On va vous envoyer par mail un petit questionnaire de satisfaction et d'évaluation de ce webinaire. Mais en tout cas, merci à tous et n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, à nous recontacter via nos boîtes mail. On reste bien évidemment à disposition pour répondre à vos questions qui arriveraient un peu plus à froid, on va dire. Et le replay sera disponible sur Fédération Addiction, c'est ça? Ouais, on va pouvoir le mettre en fait sur YouTube et ensuite, comme ça, on pourra le diffuser via nos sites internet de la FAGE, je pense que oui, ce sera OK pour vous. Et via le site de la Fédé. Super. Merci en tout cas à tous et puis bonne fin d'après-midi à vous. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.